bienvenue à ce webinaire qu'on présente aujourd'hui avec le soutien financier de l'APUI. Donc, rapidement, je vous présente un peu. La QDR, c'est un organisme de défense des droits individuels et collectifs des aînés. Et on s'efforce présentement de sensibiliser et informer les proches aidants d'aînés sur des sujets qui les touchent dans le cadre de notre projet. Donc, rapidement, on a quelques services à la QDR qui peuvent toujours vous aider, comme une clinique d'information et une clinique juridique, qui sont disponibles pour vous en appelant à nos bureaux au 418-524-0437. Sans plus attendre, on accueille aujourd'hui Mme Suzanne Girard de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, qui est ici pour parler des femmes et de la proche aidance, de son expérience terrain dans la région. Sur ce, sans plus attendre, je vais vous laisser dans les mains capables de Mme Girard qui va pouvoir faire sa présentation et on devrait avoir fini d'ici une heure et quart, dépendamment si on a des questions. Donc, alors, bonsoir. Je ne vous vois pas à l'écran, mais bonsoir à toutes les femmes qui sont là ce soir. Les hommes aussi, c'est certain, mais le titre de la conférence porte sur les aidants, qui sont-ils et comment les aider. Je vous dirais, les proches aidants, qui sont-elles et comment les aider? Alors, nous offrons, comme la QDR, des services aussi pour les proches aidants. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais tout de suite… Bon, là, on entre ici dans le vif du sujet. Je suis vraiment contente de vous parler, les femmes qui sont à l'écoute comme proches aidants, parce que j'ai une expérience de terrain. J'ai été proche aidante très longtemps et aussi à l'Association des proches aidants. Et alors, c'est important de savoir aussi que les proches aidants, au quotidien, il y a plus que 8 millions de proches aidants au Canada, c'est-à-dire plus de 5 personnes sur 10. Et on dit que dans 2 ans, 3 ans, ça va être 7 personnes sur 10. Et au Québec, il y a actuellement plus de 1,5 million. Alors, je le dis tout de suite, mais vous, les proches aidantes, nous, les proches aidantes, là, on fait économiser des milliards à notre système de santé parce que nous sommes de la première ligne. On ne parle pas beaucoup de nous, hein, ça depuis toujours, là, mais alors ici, je vais vous dire aussi, quand les coûts à domicile, quand on prend soin d'un malade à domicile, ça peut coûter environ maximum 15 000 $. Alors qu'en institution, les coûts peuvent aller jusqu'à 75 000 $. Alors, on peut dire que ce sont des économies substantielles grâce à nous, les proches aidantes. Alors, sur le territoire de la capitale nationale, c'est important d'avoir un peu de statistiques avant qu'on arrive aux problèmes et aux besoins des proches aidants. On dit qu'il y a plus que 100 000 proches aidants. 100 000, c'était en 2011 avec Statistique Canada. Et actuellement, la capitale nationale, là, je voyais ça dans le soleil, la population est rendue à 1 200 000. Comme il y a 4 proches aidants sur 10 actuellement, alors ça fait plus de 100 000 proches aidants. Alors, c'est important de regarder parce que souvent les proches aidants nous appellent au bureau puis ils cherchent à se reconnaître, à se définir. Ben, c'est important de regarder la définition d'un proche aidant. C'est toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel. Mais tu es reconnu proche aidant par Revenu Québec, Revenu Canada. C'est pas simplement si tu vas coiffer ta mère ou un ami une fois par mois ou par semaine. Vraiment, là, tu t'épuiseras pas avec ça, là. Mais c'est fait à titre non professionnel à une personne ayant une incapacité. À ce moment-là, tu es considéré comme proche aidant. Il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un ami. Puis il y a quelque chose qui est intéressant maintenant comme proche aidant. On peut être reconnu proche aidant, même si la personne n'habite pas le même domicile.
On peut être proche aidante d'une tante, d'un ami, alors qu'il y a quelques années, il fallait vraiment avoir le même numéro civique. Et je vous dirais, les personnes qui m'écoutent, là, c'est pas possible. Plusieurs personnes ne savent pas ou ne se considèrent pas comme proches aidants. Pourquoi? Parce que je vous dirais, depuis l'histoire de l'humanité par atavisme, les femmes ont toujours pris soin de tout le monde dans la famille. Le grand-père, la grand-mère, mon oncle, ma tante et les enfants. Alors, de prendre soin de quelqu'un qui devient malade, on dirait que ça va de soi aussi. Mais de nos jours, il faut quand même, c'est une lourde tâche pour les femmes, il faut nommer ce qui se passe. Alors, le pourcentage de femmes proches aidantes, c'est important. Il y a 58% de femmes proches aidantes et il y a 42% d'hommes proches aidants. Mais c'est quoi la particularité? Celles qui m'écoutent, là, vous seriez en mesure de me le dire. Les femmes vont avoir soin de n'importe qui dans la famille. Les enfants, les grands-parents, toute personne. Tandis que selon les statistiques, l'homme va prendre soin d'une conjointe et d'un conjoint, parce qu'il y en a maintenant, mais on voit quand même là, c'est en général, c'est plus la conjointe ou le conjoint, mais moi au bureau, j'entends beaucoup d'hommes qui prennent soin aussi d'enfants, de plus en plus. Les incidences sur la vie sociale et familiale pour les femmes, vous allez sans doute vous reconnaître dans ce qu'on va dire ce soir, là. Les tâches de soins et de soutien ont des conséquences importantes sur le temps consacré aux activités sociales, au passe-temps, à la détente, mais moi j'ajouterais aussi, on va le voir plus loin, au repos. Parce qu'encore aujourd'hui, là, j'ai eu des téléphones au bureau de proches aidantes qui ne dorment plus. La dernière, c'est cet après-midi, elle se demandait comment elle n'est pas capable de relocaliser son conjoint alors qu'elle ne dort plus les nuits. Alors, on a discuté pour savoir comment trouver un endroit pour qu'elle puisse se reposer. Le problème de la proche aidante, c'est l'épuisement. On va le voir. Alors ici, les femmes sont plus nombreuses à ressentir des conséquences négatives sur la vie familiale. On va le voir tout à l'heure, c'est que la majorité des proches aidantes sont au travail. C'est entre 45 et 60 ans, mais il y a quand même beaucoup de personnes plus âgées qui sont proches aidantes. Alors, à ce moment-là, ils sont en plein milieu de carrière, elles ont des enfants, un conjoint, une carrière à mener et des parents qui deviennent de plus en plus malades. Alors, c'est vraiment, on dit que les femmes subissent des modifications plus importantes dans leur organisation du temps que les hommes. Et ça, c'est démontré par des recherches, par des statistiques, là. Je n'avance rien personnellement. Alors, dans quelle tranche d'âge êtes-vous, celle qui m'écoute ce soir? Mais sachez que la majorité des proches aidants, se situent entre 45 et 65 ans et il y a 86% des femmes dans cette tranche d'âge-là qui sont proches aidantes, alors qu'il y a 14% seulement d'hommes. C'est depuis toujours, depuis l'histoire de l'humanité qu'on prend soin de tout le monde. Ça ne se change pas comme ça rapidement. Et j'aimerais ça être capable d'en discuter avec vous. Là, sans doute qu'il y aura des questions tout à l'heure, mais quel est le rôle son rôle auprès de la personne aidée? Elle prend en charge, moi je vois dans la littérature au moins 86% des tâches.
je vais parler personnellement. La seule chose que je n'ai pas faite comme proche aidante, ce sont les intubations ou encore des soins vraiment très lourds là, qu'il faut donner quand on est à l'hôpital. Mais c'est à peu près, Félix, s'il arrive quelque chose, ah oui, c'est à peu près tous les soins possibles, c'est tous les soins d'hygiène, les soins de santé, on va le voir un petit peu plus loin encore. Et plus la personne, la proche aidante, plus la personne malade avance en âge, ou encore, ça dépend des situations, ça dépend de la maladie de la personne aidée. Nous, au bureau, là, c'est beaucoup des gens qui sont du 24 heures par jour comme proche aidante. Alors, c'est une tâche qui est extrêmement lourde. Tout va bien? Alors, oui. Félix, y avait-il quelque chose? Oui. Oui, vous m'aviez dit qu'il y avait peut-être un problème, mais je vois qu'il n'y a pas Non, c'est une image qui est partie, alors elle s'est éliminée. Ici, je veux parler des besoins des proches aidantes. Les proches aidantes ont besoin d'être soutenues. Puis je vais le dire, pourquoi la proche aidante n'est pas soutenue. Souvent, elle n'accepte pas d'être soutenue. Il y a des besoins physiques avec le répit, des besoins psychologiques, des besoins financiers, puis selon l'évolution aussi, les besoins, ça évolue selon l'évolution des maladies et de la tâche. Alors, le besoin de répit à la maison et au travail. La personne qui souvent va atteindre les organismes communautaires pour demander de l'aide, c'est très difficile. Moi, je l'observe là, depuis 15 ans que je fais ça. C'est très difficile de faire accepter aux femmes, aux dames, d'accepter du répit. Elles vont dire, ben mon mari ne veut pas ou encore la personne ne veut pas. Ce que j'observe très souvent, il y a comme quelque chose qui s'organise dans le couple, c'est la personne malade qui gère dans la maison. Et souvent, si elle accepte du répit, elle se sent coupable, comme elle a l'impression de ne pas en avoir assez fait auprès de la personne malade. Et quand elle prend le répit, qu'elle quitte la maison, elle a un souci constant, puis elle a toujours l'inquiétude que les tâches ne sont pas aussi bien faites que si c'était elle qui était à la maison. Et je vous dirais, je suis allée une fois à une conférence de Boris Cyrulnik que vous devez connaître. Il était venu ici à Québec. Puis il avait justement à ce propos-là, la madame ne laissait pas son malade du tout, du tout. Puis la dame est décédée parce que c'est le risque avant son conjoint qui était malade. Puis les choses se sont très, très bien passées. Après, d'autres personnes ont pris soin de lui. En tout cas, disons qu'il avait pris soin de nous raconter ça. Ça ressemblait un peu à une blague, mais il y a une réalité derrière ça. Souvent, la personne aidée, c'est ça que je vous ai dit. Ici, je vais prendre le temps de vous dire, voyons, là, je vais reculer. Souvent, la personne aidée refuse le répit. Ici, je vais vous dire le truc qu'on a trouvé, nous, à l'association. Les gens ont peur, quand la personne malade qui refuse le répit, c'est qu'au fond, elle a peur. Elle est inquiète, elle a peur de perdre l'attention de la personne qui en prend soin. Alors, nous, on recommande à la proche aidante de rester, le premier 4 heures, de rester à domicile. Et souvent, ça suffit le premier 4 heures. Et ça se passe vraiment très bien par la suite. Ce qu'on observe, c'est que la personne aidée, ça lui fait du bien aussi de voir quelqu'un d'autre dans son environnement. Et le répit, je dis c'est le premier besoin du répit aussi. Le répit permet au proche aidant de se reposer, de faire des courses, de faire un loisir, peut-être d'aller au restaurant avec une amie s'il en reste encore, parce que sans doute, si vous êtes proche aidant depuis quelques années,
on sait qu'il y a un vide qui se fait autour de nous quand on est proche aidante. Alors, ici, on va parler des besoins psychologiques. Quand la proche aidante a la chance de parler avec une intervenante ou avec des gens avec qui elle communique au bureau, pas beaucoup dans les familles. On parlait avec les membres de nos familles, souvent, on est beaucoup moralisé ou jugé. C'est vraiment intéressant de parler à une personne neutre qui est capable de nous écouter. Et ça renforce sa capacité à ce moment-là comme proche aidante. Aussi comme proche aidante, c'est de comprendre la signification de son rôle, je dirais, et de ses limites aussi, là. Parce qu'il y a toujours le danger de l'épuisement qui guette la proche aidante. De parler de sa situation, ça permet d'exprimer ses sentiments, aussi d'aller chercher des ressources, des connaissances qu'elle n'a pas. Ça permet de briser l'isolement. Puis le proche aidant a aussi besoin d'être soutenu lorsque son rôle se termine. Mais je vous dirais, avant de parler du décès, je vais le nommer tout de suite, il y a les deuils blancs. Quand la proche aidante vit avec une personne qui a des pertes cognitives, dans les étapes de détérioration de la santé de la personne, on appelle ça les deuils blancs, c'est que la personne malade ne reconnaît plus sa conjointe. Elle pense que c'est une cousine ou une sœur ou quelqu'un d'autre ou une étrangère. Alors, ça isole davantage la proche aidante, elle se retrouve seule. Parce que, par expérience, puis ça, c'est, moi, je l'ai vécu, puis c'est aussi dans la littérature, là, c'est que quand tu deviens proche aidante, là, au début, la famille est là, mais tranquillement, la famille s'éloigne. Les amis sont là, mais tranquillement, les amis s'éloignent. Alors, tu vis vraiment de l'isolement. C'est très rare que la maison se remplit d'amis pour venir voir la personne malade. En tout cas, si ça vous arrive, là, dites-le moi, je serais très contente, là. Alors, ici aussi, le décès de l'aidé ne devrait pas signifier l'arrêt du soutien. On va aussi, d'ici le mois de mai, on a prévu une journée commémorative du deuil pour toutes les personnes qui ont perdu un proche dans l'année. Ça se fait dans un groupe à Montréal depuis quelques années et c'est très aidant pour les personnes qui ont perdu un proche. Ici, on dit, le problème que les organismes communautaires ont aussi avec les bailleurs de fonds, c'est dès que la personne est décédée, on n'est plus capable d'offrir de services subventionnés à ce moment-là à la proche aidante. Alors ici, on dit que être soutenu aide à développer un sens d'efficacité et de confiance dans son rôle de proche aidante. Quand elle réussit à parler de sa situation, ça lui donne de l'information, elle reprend confiance en elle, puis elle apprend surtout à demander de l'aide. Alors, puis la première aide, je vous dirais, là, c'est le répit. Et en passant, vous le savez autant que moi, ça a été identifié dès 2006. Marguerite Blais avait fait le tour de la province avec le docteur Régent Hébert. C'était le premier besoin. Puis avec l'appui qui ont fait la même recherche en 2010-2012, c'est le répit à domicile pour permettre à la proche aidante de se reposer. Les besoins financiers. Je tiens à vous dire, selon les statistiques, la proche aidante est pauvre, à moins de gagner une fortune, mais laissez-moi vous dire qu'on ne gagne pas la loterie tous les jours, là. Mais la proche aidante risque de vivre avec plus de pauvreté que les hommes en général, là. Alors, pourquoi? Parce que la majorité sont au travail, donc elle a besoin de concilier
son rôle de proche aidante. Souvent, c'est les deux parents qui sont malades. Puis ça ne veut pas dire que c'est seulement les deux parents. Elle a peut-être des enfants malades aussi à la maison. Alors, ça fait pas mal de monde à s'occuper. Alors ici, il y a depuis, mon Dieu, ça fait à peu près 5 ans, nous, on avait participé à cette démarche-là. C'est Mme Vien, à l'époque, qui était ministre du Travail. C'est la première fois dans l'histoire du Québec, c'est pas grand-chose, vous me direz, là où les proches aidants sont nommés dans les normes du travail, ils ont droit à 7 jours de congé proche aidant, pas un congé maladie, là. Il y a des bailleurs, il y a des directeurs qui vont le payer, mais en principe, il y a toujours un 2 jours de payer, mais ça ne vient pas couvrir les dépenses de la proche aidante. Il y a un impact financier à court et long terme, on va le voir. Quand tu travailles moins d'heures ou que tu es obligé de prendre des congés, ça veut dire que tu as moins de salaire. Donc, ça veut dire ici, moins de fonds de pension. Puis une chose qui est dite beaucoup pour les proches aidantes qui sont encore au travail, c'est que quand tu es dans un milieu de travail puis il y a un affichage de poste où tu peux avoir de l'avancement, bien, si tu n'es pas là, si ça fait 6 mois que tu es sorti du réseau, bien, ça passe à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et souvent aussi, moi, je l'observe au bureau, là, il y en a aussi, même si on dit qu'on a beaucoup besoin de monde, là, c'est pas si simple que ça. Souvent, on a de la difficulté à retrouver un emploi. Et là, j'ai marqué ici accès au crédit d'impôt proche aidant. Ça, c'est à peu près la seule chose au Québec qu'il y a. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas passé une fin de semaine à New York avec ça. Et si vous gagnez beaucoup, souvent on n'a pas accès selon ce que tu as comme revenu. Si tu n'as pas de revenu, ben, c'est aussi difficile. Mais ici, je vous dirais, comme on est à faire nos rapports d'impôt actuellement, parlez-en à votre comptable pour qu'il cherche à aller chercher. Ils ont tous reçu dernièrement une formation là, sur les crédits d'impôt aux proches aidants. Faites-vous reconnaître d'abord proche aidante et demandez à aller chercher le plus de crédits d'impôt. Et je vous dirais, j'ajouterai ici, il faut prendre le temps, même j'ai le temps, il est 19h23. Le gouvernement annonce souvent, j'entends ça à la télévision, là, il y a beaucoup d'argent qui se perd. La somme d'argent qui se perd le plus, là, c'est avec l'annexe personne handicapée pour la personne qui est malade. Si vous avez un conjoint qui est malade, à une maladie irréversible ou encore malade pour un certain laps de temps, annexe personne handicapée, vous demandez ça à votre comptable et vous allez porter ça à votre médecin pour qu'elle le remplisse. Et si c'est une maladie neurocognitive, mettons une maladie Alzheimer, quart de Lewy ou toutes les maladies qui touchent le cerveau, à ce moment-là, même si le diagnostic a été sorti, mettons, en 2021, on sait que ça fait au-delà de 5 à 6 ans que la personne est atteinte. Et ça, selon la loi de cette annexe-là, vous pouvez remonter à 10 ans et ça donne un crédit au-delà de 2 000 $ pour la personne malade qui a des revenus, qui fait un rapport d'impôt. Alors ça, si jamais autant la QDR, ils sont capables de vous donner l'information, on vous appellera au bureau. Là-dessus, je vous jure que c'est fort important. Aller chercher le maximum, en tout cas, qui existe parce que les proches aidants vivent de la pauvreté. J'ai indiqué dans le chat que vous pouvez toujours demander à notre ligne d'information pour vous aider à trouver ces crédits d'impôt-là. J'ai passé presque la journée à donner cette information-là à des gens qui n'en revenaient pas. Puis c'est une madame qui a une résidence, ben, je nommerai pas les résidences, il y en a plusieurs, mais elle a dit, mais tout le monde qui sont ici devrait faire cette demande-là, mais effectivement,
J'ai dit, s'ils sont en résidence, c'est qu'ils ont déjà besoin d'aide. En ayant déjà besoin d'aide, c'est le critère, quelle que soit l'aide. Alors, ça là-dessus, que ce soit la QDR, il y a 2 organismes au moins capables de vous aider à ce niveau-là. Et je tiens à vous dire, les proches aidantes qui m'écoutez là, on n'est pas toutes, si vous êtes infirmière, même infirmière, on ne sait pas toujours comment les choses vont évoluer quand on a un conjoint malade ou des enfants malades, mais là, on parle plus des conjoints, là. Les proches aidantes ont vraiment besoin d'avoir de l'information sur la maladie de l'aidé. Et quand tu vas chez le médecin, souvent, là, le médecin, il y en a qui savent comment nous parler, mais il y en a qui en profitent pour sortir des termes longs comme ça, là. Alors, c'est important de ne jamais être seul quand tu vas chez le médecin. Et nous, souvent, au bureau, en tout cas, et à la QDR, je le sais, je connais Judith, là, et il faut parler aux gens pour leur dire un peu comment va évoluer la maladie, parce que ça permet de se préparer psychologiquement aussi à tout ce qui s'en vient comme deuil, comme perte, là. Alors, il faut que les informations soient très fiables et dites dans un langage compréhensible. Parler des symptômes et des traitements. Comme aussi, souvent j'ai des téléphones, là, c'est important quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec les maladies neurocognitives, avec des pertes au niveau de la mémoire. Et comment parler avec son conjoint ou sa conjointe quand la personne a des pertes de mémoire ou n'a plus un fonctionnement rationnel dans ses communications. C'est que si la personne se fâche, puis vous vous fâchez aussi, vous devenez le même problème que l'autre. Alors, c'est vraiment, allez toujours, dites-vous qu'elle est malade, la personne, et restez toujours dans une relation logique, calme, parce que là-dessus, on va commencer une formation sur les maladies, sur l'approche, comment parler avec les personnes qui ont des maladies neurocognitives. Aujourd'hui, j'ai une infirmière, son conjoint est aux prises avec ça. Puis, au début, elle se fâchait en même temps que lui se fâchait. Mais imaginez-vous, ça devient intenable à ce moment-là. Alors, la personne, la proche aidante aussi, elle a besoin de connaître l'évolution de la maladie. Il y a des maladies qui évoluent rapidement. Si vous avez, quand on sait que la maladie d'Alzheimer génétique, ça évolue rapidement, mais habituellement, tous les types de maladies qui touchent le cerveau n'évoluent pas si rapidement. Mais là, on sait que ça s'en va toujours vers une fin, vers un décès. Alors, la personne, elle a besoin de connaître vraiment son rôle de proche aidante, jusqu'où elle doit aller dans ce rôle-là. La durée de la maladie, ça va-t-il durer 10 ans, 5 ans? Qu'est-ce que je fais si je suis plus capable de le maintenir à la maison? Où est-ce que je peux aller? Alors, c'est toutes les ressources disponibles, puis mettre les gens en contact avec les personnes. Exemple, si une personne, on sait de nos jours, pour entrer en CHSLD, ben en tout cas, idéalement, il y a des pays qui en ont plus de CHSLD. Il y a assez de ressources dans les maisons. Les gens voudraient vivre et mourir chez soi, mais au Québec, on n'en est pas encore là. Donc, quand la personne et son état de santé est très détérioré et que la proche aidante ne peut plus dormir ni se reposer, perd le contrôle complètement. Et nous, on réfère beaucoup à ce moment-là avec le CLSC pour être capable de trouver un endroit parce qu'il faut coter au moins 10-12 pour être capable maintenant d'entrer en CHSLD public. Public ou conventionné, c'est la même chose. Alors, les proches aidants, on dit ici que les proches aidants mieux informés seront moins anxieux, c'est certain. Quand on connaît, on voit un peu
comment les choses vont se passer, ben, ça nous permet de prévenir un peu et de se préparer à ça, là. Parce que déjà d'avoir le diagnostic, c'est tout un choc aussi, là. Ils auront un sentiment de contrôle sur leur vie en étant capables de se préparer aux prochaines étapes. Alors, dans le besoin de formation, je vous dirais comme proche aidante, là, tu deviens proche aidante du jour au lendemain, c'est pour ça que tu as de la misère à te reconnaître comme proche aidante, parce que ça va de soi, là, quelqu'un est malade tout à coup à la maison, donc quand quelqu'un est malade dans la maison, c'est ton conjoint ou un enfant ou quelqu'un de proche, tu en prends soin. Alors, avant de réfléchir à se dire, à se définir, c'est autre chose, là. Mais connaître vraiment son rôle, qu'est-ce qu'elle a à faire aussi, connaître l'évolution, je l'ai dit, et c'est beaucoup les soins donnés. Comme proche aidante, je vous entends pas, mais je veux dire un peu ce qui se passe pour la plupart des proches aidantes que je connais, là, c'est que tu donnes à peu près, c'est tous les soins. C'est tous les soins d'hygiène, c'est la nourriture, ce sont les médicaments, vraiment bien préparer les médicaments. C'est aussi, c'est pas simple parce que la communication à travers ça n'est pas facile avec une personne qui est très malade. Il y a des injections à donner, il y a des pansements. Alors, la diète aussi, le repos et le bien-être de l'aider, c'est très lourd comme quand une proche aidante est rendue à du 24 heures par jour, là, attention parce que c'est là, je ne sais pas si c'est le jeudi, je vais le dire immédiatement, je vais revenir là-dessus. Le danger d'être proche aidante, si vous ne demandez pas d'aide, c'est qu'on dit que 63% des proches aidants décèdent dans les 3 premières années parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'aide, elles sont épuisées. Et quand tu es proche aidante, ça ne veut pas dire que tu es exempte de maladie, parce qu'il y a beaucoup actuellement dans nos membres qui sont proches aidantes, qui ont des cancers, ils ont toutes sortes de problèmes de santé. Je dis, ce risque-là, si tu as 20 ans, tu risques. À 20 ans, tu es capable de passer 3 nuits dans les bars, puis ça va très bien, puis tu vas aller travailler le lendemain. Mais mettons que plus tu avances en âge, mettons que ce n'est pas du tout le rythme de vie dont on a besoin. Hein? Alors, on dit, ici, là, ça, c'est fort important. Au Québec, là, on ne parle pas de nous. On a parlé un peu des proches aidantes là, durant la pandémie, heureusement. Alors, on dit que le proche aidant, c'est un service de première ligne auprès de la personne aidée. Tu dois être infirmière, psychologue, nutritionniste, pharmacien. En résumé, là, tu dois avoir toutes les compétences. Et il faut aussi apprendre à les personnes, les proches aidantes qui ont mal dans le dos, quand une personne a de la misère à se mobiliser, la personne malade, la proche aidante souvent force mal aussi, se crée des douleurs au niveau du dos. Moi, je dis toujours là que le proche aidant est tellement un service de première ligne que si on voulait mettre le système à terre, là, tous les proches aidants qui amèneraient leurs malades à l'urgence d'un seul coup, le mois prochain, là, ça serait une catastrophe dans la province. On ne fait pas ça. Là, je caricature un peu, mais ça montrerait à nos décideurs la place que la proche aidante occupe, puis qu'elle aurait droit à plus que quelques petits crédits d'impôt, en tout cas, qui ne lui permet pas au moins de voyager avec ça, laissez-moi vous dire. Besoin de reconnaissance. Ça, là, les membres de sa famille, les amis. C'est pas, quand tu es proche aidante, je parle pas de moi, je parle des femmes en général, ce que j'entends, puis dans la littérature aussi. Souvent, quand une proche aidante est pendant des années comme proche aidante auprès d'un malade,
tous les membres de la famille veulent donner leur opinion sur comment ils devraient faire les choses et c'est pas si simple que ça. Et ça, les amis, quand tu es proche aidant, ben, bravo s'il y en a qui en ont encore, là, mais ils sont toujours très loin. C'est un peu comme les amis sur Facebook. Quand on en a besoin, ils ne sont pas là. Par le personnel médical, chaque année au bureau, les finissants pas en soins médicaux, oui, les finissants médecins, ceux de l'hôpital Laval, entre autres, là, viennent dans nos bureaux nous rencontrer. Alors, nous, ce qu'on fait ressortir beaucoup maintenant pour les jeunes médecins là, qui arrivent, là, quand vous avez une personne malade devant vous, vous posez le diagnostic, portez attention à la personne qui l'accompagne, à la proche aidante qui est là, parce qu'elle, elle ne dit mot, mais c'est elle qui reçoit les coups aussi, là, avec toute la lourdeur de ce qui l'attend. Alors, essayez de l'informer, ils reçoivent des dépliants d'organismes qui peuvent aider en leur conseillant de communiquer avec nous ou avec d'autres organismes pour immédiatement aller chercher de l'aide, organiser son aide autour d'elle. Parce que selon la littérature, là, la proche aidante met des fois entre 3 et 4 ans avant de demander de l'aide. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il y en a qui meurent entre-temps. Je dirais là que ce soir, ce que je voudrais que vous, les femmes, reteniez, là, essayez d'accepter de demander de l'aide. Puis quand on vous offre de l'aide, puis en plus, pratiquement, c'est toujours gratuit, là, à ce moment-là, prenez-le, allez vous reposer, allez dormir, pensez à votre santé. Souvent, nous, on offre des heures de répit à des femmes, là. Non, ben là, je vais attendre, pas cette semaine, là, je ne suis pas tout à fait prête, là. Elle met toutes les raisons pour ne pas donner sa place. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait la femme? Elle s'épuise. C'est comme ça qu'on s'épuise, là. Il faut être capable de déléguer aussi. Alors, par la société, reconnu par la société, je l'ai mis par le gouvernement, les employeurs. Les employeurs, de plus en plus, là, les employeurs reconnaissent les proches aidantes au travail. Puis aussi par soi-même, là, de s'identifier, puis de décider aussi d'aller chercher de l'aide. Ici, là, il y a les impacts, c'est important, cette partie-là. Je sais qu'il y en a que ça fait des années qui sont proches aidants, là. Ce que je vous dis là, je l'entends au téléphone, là. Plusieurs personnes ne savent pas ou ne se considèrent pas, elles disent que c'est normal. Ben, je ne suis pas sûre là, que c'est normal d'assumer entièrement une autre personne qui est malade. Souvent, les femmes vont parler encore par atavisme, là, le sentiment de devoir, pour le meilleur ou pour le pire, c'est normal, je suis sa conjointe. Les deuils. Je vous dirais là, les deuils, il y a les deuils blancs et les décès. Les deuils, dès qu'on reçoit le diagnostic d'un conjoint, que ce soit un cancer ou toutes sortes de maladies, tout type de maladies, tu commences déjà à vivre un deuil. Et à toutes les étapes, le nombre d'années que ça va durer, vous allez vivre des deuils en continu. Mais le deuil blanc, et je dirais là, la proche aidante, parce que les amis s'éloignent, la famille s'éloigne, c'est pas moi seulement qui le dis, c'est la littérature qui le prouve. Alors, quand tu vis un deuil blanc, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, le deuil blanc, c'est que ton conjoint ne te reconnaît plus. Alors là,
tu te sens seul dans la maison, je peux vous le dire. Là, tu n'as plus de repères. Tu es vraiment une proche aidante qui est très isolée et la personne que tu aimes, tu le perds tranquillement et la personne ne te reconnaît plus quand sa santé, son état de santé cognitif est trop détérioré. Et bien sûr, le décès, là, c'est l'étape ultime. Aussi, les proches aidants, dans les étapes du rôle du proche aidant, être capable de dire « c'est assez, là, je suis épuisée », identifier ses limites. Il faut que je crée à l'aide. Il y a assez d'organismes. Vous pouvez téléphoner n'importe où. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider. Ça évite l'usure de compassion, comme on dit. Ça a beau être son devoir, mais il y a des limites dans le devoir si tu ne veux pas. Je répète là, si tu as 80 ans ou 70 ans ou 60 ans, puis toi-même, ta santé est fragile et tu ne dors plus et tu manges à peu près plus, ben, vous risquez de ne pas vivre vieille, en tout cas. Il faut vraiment apprendre à demander de l'aide puis aller la chercher, l'aide, là. Alors aussi, normaliser les émotions, quel que soit l'organisme. On a tous les organismes qui ont la QDR, l'appui, nous donnent un budget. Avec des intervenantes sociales, on offre des appels gratuits. La pandémie a fait que c'est par téléphone, là, mais vous pouvez parler avec les intervenantes, parler de vos frustrations, de vos colères, comprendre ce qui se passe. C'est pas quelqu'un de votre famille qui vous écoute, qui va vous juger, là. Ensuite, ici au Québec, on n'a pas le choix, là. Souvent, il faut penser à relocaliser la personne qui est un deuil épouvantable. Moi, je le vois par ceux qui le vivent au bureau, là. C'est de relocaliser, les gens ont beaucoup de peine quand ils relocalisent la personne. L'idéal, ce serait de le maintenir à domicile jusqu'au décès, mais on n'en est pas là au Québec. Alors, quels sont les risques? Je vois l'heure qui file, là. Quels sont les risques sur la santé? Je l'ai dit pas mal. C'est la maladie qui s'installe chez la proche aidante parce qu'elle est épuisée. Quand on est épuisé, on n'est pas capable de faire autant d'anticorps, hein? Alors, on attrape les grippes, l'influenza, on attrape tout ce qui passe. Alors, on a une diminution de notre résistance immunitaire. Et au niveau de la santé mentale, bien, si on sent qu'on n'a pas d'aide, puis on est très isolé, puis on vit les deuils blancs, personne ne nous reconnaît, il y a de la dépression aussi financièrement, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes financiers. Alors, il y a les troubles du sommeil, il y a une réduction du temps libre, il y a des conflits familiaux très souvent parce que on voit venir ça, il y en a qui voient venir le décès, puis des fois, il y a des problèmes de testament, là. Le cumul des rôles, l'isolement. Alors, la conciliation travail-rôle de proche aidant, ça demeure très difficile. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-ci, là. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on vous écoute avec attention et peut-être qu'on attendra à la fin pour les questions. C'est beau. Ici, je l'ai laissé cette partie-là parce que c'est important. Quand on vit des pertes, des décès dans la famille, là, mais on dit toujours à faire attention, le ici, c'est à utiliser avec prudence, là. C'est sûr que la peine quand tu perds quelqu'un, c'est sûr que perdre un enfant, on n'a rien à dire, c'est une partie de soi-même qui part, hein, c'est un deuil à la vie. Ensuite, c'est de perdre un conjoint, une conjointe aussi, là, c'est vraiment un grand deuil. Le père, la mère, le beau-père, les amis, les grands-parents, mais comme ils disent, prendre avec attention, là, parce que les gens ne réagissent pas tous de la même manière, mais c'est évident que les conjoints, les enfants, les parents proches. Ici, je l'ai laissé ce graphique-là parce que ici, vous avez, c'est tout le parcours que vous vivez quand vous êtes proche aidante, là. Alors ici, vous avez le diagnostic, là.
Et vous commencez ici, vous n'avez pas d'aide du tout. Alors, plus la maladie augmente, plus la tâche est lourde. Et là, il faut vraiment que vous ayez absolument de l'aide pendant tout ce parcours-là. Ça se termine, si vous voulez, soit en CHSLD ou à domicile. Et après, c'est le décès. Mais ce qu'il faut retenir toujours, c'est aller chercher du répit et aller chercher les appels téléphoniques. On a les appels d'amitié, il y a les appels de soutien psychosocial en individuel et de groupe. Ça sauve la vie des proches aidants, ça. Ici, ça, c'est Francine Ducharme de l'Université de Montréal qui a fait ces statistiques-là. Elle dit que quand tu as le diagnostic, là, la première année, là, tu es comme la superwoman, là, tu vas t'occuper de tout. Tu as des enfants, un conjoint, une carrière, mais tu es capable de tout faire. Alors, elle dit, au début, tu épuises ta famille, tu épuises tous tes proches, tu épuises tes amis. Et quand tu commences à chercher le réseau communautaire comme nous et comme la QDR et le réseau de la santé, ça fait souvent 3 ans que tu agis comme proche aidante. Alors, dans le langage populaire, là, la proche aidante est pas mal maganée, rendue là. Elle est au bord de l'épuisement quand elle réussit à téléphoner quelque part. Alors, à ce moment-ci, ce que je voudrais vous offrir rapidement, je ne sais pas si c'est pertinent, Félix, j'avais pensé peut-être parler rapidement des services possibles pour les proches aidants. On peut prendre un petit 5 minutes. 5 minutes, je vais aller rapidement. Nous, ici, on a une ligne info proche aidant. Alors, tous les jours, là, c'est beaucoup moi et Claude Bergeron qui répondons. On a presque toujours 2 heures par jour de rencontres téléphoniques avec des cas extrêmement difficiles qu'on aide vraiment. Quand on ne réussit pas à les aider, on réfère au bon endroit, c'est certain. Nous avons aussi le répit à domicile qui est le premier besoin des proches aidants. Puis je vous dirais ce soir, retenez les dames qui m'écoutez là, allez, faites des demandes de répit. Il y a des budgets partout dans la capitale nationale pour avoir du répit à domicile. Il y a aussi des haltes répit hors domicile pour les personnes. Voyons, j'essaie d'avoir des haltes répit. Le soutien psychosocial par téléphone en individuel avec nos travailleuses sociales, c'est extrêmement aidant. Vous avez droit gratuitement à 3 rencontres de 2 heures. Il y a des conférences aussi sur les crédits d'impôt, avec Maître Verville, les notaires, sur l'aspect légal, sur les aspects légaux. Nous avons aussi des appels d'amitié, infolettes. Nous avons le programme PER c'est un programme, je vous dirais, on appelle tous les jours 1650 personnes pour surveiller leur sécurité. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais depuis le mois de novembre, on a vraiment sauvé, c'est à peu près ça chaque année, entre 10 à 15 personnes, mais des vrais sauvetages où les personnes ont été trouvées inconscientes au sol le matin, là. Alors, c'est un service qui aide beaucoup les proches aidants qui sont au travail. Quand on appelle les parents qui n'ont pas de téléphone, ça veut dire que ça va bien dans la famille. Nous avons aussi la journée commémorative du deuil. Nous avons des appels pour l'aide juridique, c'est bénévole. Quand une personne, je reçois beaucoup d'appels de familles où souvent il n'y a pas eu de testament de fait, il y a un décès qui arrive, alors on le réfère à Maître Marc-André Verville qui agit bénévolement.
nous avons aide comptable, puis nous avons aussi quelqu'un qui accepte de faire, qui va à domicile pour les soins de pied, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer à des prix vraiment, vraiment très raisonnables. Alors, le service téléphonique pair maintenant, c'est Patrick Normand qui est le porte-parole. Avant, c'était Michel Louvain, hein, puis les dames ont tellement aimé Michel Louvain. C'était enregistré, mais elles pensaient toujours que c'était Michel Louvain qui les appelait tous les jours en personne. Non. Alors ici, la ligne conseil, le service de répit à domicile, les haltes répit, le soutien psychosocial, les conférences, les appels d'amitié, c'est ça. Aussi, j'oubliais, c'est que nous avons, comme nous sommes organisme régional, nous avons, nos services sont dans Portneuf, Charlevoix, partout, mais on a un bureau, 2 intervenantes dans la région de Portneuf, un comité, et tous les services qu'on donne dans la ville de Québec sont donnés également dans la région de Portneuf. Charlevoix, nous offrons le programme PER et les services de répit à domicile. Voilà. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Félix, ou... Je pense que les gens déjà, ça va venir probablement. Il y aura peut-être quelques petites questions. Je connais que les gens qui prennent souvent le temps à la fin de laisser venir les questions. Mais merci pour cette belle présentation, Mme Girard. Je suis sûr que ça va avoir informé beaucoup de gens par rapport à tous les services, tous les passages qu'ils peuvent avoir en tant que prochain temps. Je vais leur laisser quand même le temps. Il est seulement 7h52. C'est un peu de parler, mais je tiens à mentionner à tout le monde que la conférence est enregistrée, puis on va faire comme d'habitude. On va pouvoir la rediffuser sur notre page YouTube. Quand vous cherchez sur youtube.com, vous cherchez AQDR Québec et vous avez une page avec tous nos enregistrements. Je sais que peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont vouloir votre PowerPoint, Mme Girard, si c'est quelque chose que vous êtes à l'aise à partager. Oui, à ce moment-là, je vais vous l'envoyer. Je vais vous le faire parvenir. On le mettra sous forme de PDF pour s'assurer qu'il n'y ait pas de modifications qui soient faites. Alors. Puis je l'enverrai à tous ceux qui étaient présents. J'ai vos adresses, comme d'habitude. Je vais vous laisser. S'il y a des gens, je vais vous laisser encore jusqu'à... Moi, j'aurais le goût d'ajouter, puisqu'on est en mars et on est je connais les proches aidants, là, on est dans les rapports d'impôts et il y a 2 choses. Il y a pour toutes les personnes proches aidantes qui m'écoutaient ce soir, si ce n'est pas fait, allez chercher l'annexe. Pour toute personne qui a un certain handicap, allez chercher chez votre comptable l'annexe personne handicapée, parce que ça vous permet pour votre personne malade qui doit faire un rapport d'impôt, ça permet d'aller chercher peut-être sur 8 ans, remonter à 8 ans. C'est au-delà de 2 000 $ par année. Une fois que c'est accepté, vous n'avez pas besoin de le faire chaque année. Les gouvernements, c'est automatiquement accepté. Puis la deuxième chose, il faut parler. C'est le répit que essayer demander et accepter le répit, accepter d'avoir de l'aide pour que vous puissiez dormir puis poursuivre votre engagement, puis avoir le sentiment que vous avez fait votre possible, mais ne pas vous épuiser. Il faut apprendre à se protéger, c'est pas toujours facile, là. C'est sûr, en effet. J'ai beaucoup de commentaires, en fait, qui passent pour dire que ça a été très informatif, très intéressant. J'ai une dame qui s'appelle Susan qui voudrait poser une question. Je vais la laisser vous la poser quand même verbalement. Donc, si vous avez un micro, madame, vous pouvez l'ouvrir maintenant. Je vous ai donné la permission. Oui, je vous écoute. C'est très long, je vois que... Oui. Allô? Oui, m'entendez-vous? Oui, on vous entend maintenant. Vous pouvez poser votre question. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez un service pour les proches aidants au niveau de la spiritualité, d'aller chercher
une espèce d'apaisement spirituel, de parler avec quelqu'un qui serait capable de les guider dans ce sens-là. Je vais vous dire exactement, actuellement, dans les rangs, le soutien au social en entrevue, en individuel, là, avec nous avons 3 intervenants qui écoutent les besoins, qui sont capables, ce ne sont pas des religieux, là, mais Non. qui sont formés pour être capables de répondre aux besoins, à divers besoins. Ça peut être un besoin spirituel comme pas spirituel du tout. Ça peut être un besoin de connaître des choses. Et nos intervenants sont capables d'écouter et de répondre, je vous dirais, à ces besoins généralement. OK. Oui, c'est bien, merci. Est-ce que ça vous aide? Mais je sais qu'à la QDR, à peu près une fois ou 2 semaines aussi, il y a des gens qui peuvent discuter aussi avec vous. Puis celui qui fait l'animation de ça, c'est quelqu'un qui généralement était notre responsable spirituel. Donc, c'est bien aussi contacter à ça. la QDR. Ouais. Donc, merci. parfait. Juste vous retirer le micro. OK. Il y a Carole Muller qui demande, est-ce que vous desservez la région de Chaudière-Appalaches? Non, c'est la capitale nationale et dans chaque arrondissement, chaque région, il y a, dans Chaudière-Appalaches, si vous voulez avoir le numéro, appelez le Centre d'action bénévole de Lévis. Vous allez avoir le numéro pour rejoindre de l'aide dans Chaudière-Appalaches. Félix, à l'écran, tu peux lui donner immédiatement le numéro du Centre d'action bénévole de Lévis. Rapidement pour le donner, juste m'assurer que je peux trouver le bon. C'est très important de contacter les organismes dans chaque région. Je ne dirais jamais assez, allez chercher de l'aide, prenez de l'aide pour vous reposer, ne pas vous épuiser. Si vous vous épuisez puis ça ne va pas bien, on ne peut pas être une proche aidante tellement aidante quand on est mal dans notre peau puis qu'on est épuisé vis-à-vis de la personne malade aussi. Vous allez mieux assumer votre rôle si vous faites attention à vous aussi. Il y a Convergence Action Bénévole que je vois que... Sinon, probablement le 2-1, ça doit être suffisant aussi pour trouver ça. Oui, effectivement. Parfait. Quand vous appelez au 2-1, Mme Muller, vous allez pouvoir juste vous allez avoir le numéro. Vers l'Association des proches aidants de Chaudière-Appalaches. C'est ça. Il y a toujours proche aidant dans un groupe, là, quelle que soit la région. Alors, voilà. OK. Il est 8 heures. Donc, moi, je vois qu'on n'a pas d'autres questions présentement, mais n'hésitez pas, si ça vous vient après, vous pouvez toujours nous contacter à la QDR. Si des questions qui viennent plus directement, puis vous voulez directement parler avec Mme Girard, vous pouvez l'appeler à l'Association des proches aidants de la capitale nationale, mais sinon, à la QDR au 418-524-0437. Après ça, on va pouvoir vous diriger vers les services que vous avez besoin. Puis ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. Alors, bonsoir à vous tous, vous toutes.